Il y a quelques jours, j'ai demandé qu'on me pose des questions sur des sujets qui intéressent les gens. Si je le peux, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, plusieurs personnes m'ont demandé de répondre à la question suivante. Que se passe-t-il en ce moment et que va-t-il arriver à l'Ukraine, à la Russie, à l'Europe et aux États-Unis ? Je comprends que leur idée, ce qu'ils veulent savoir, concerne les négociations qui ont lieu en ce moment. Il me semble que toute cette histoire entre l'Ukraine et la Russie est désormais devenue beaucoup plus vaste et a pratiquement une importance planétaire. L'influence, et non pas seulement l'importance, vient de la manière dont les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Angleterre et tous les autres pays réagissent et influencent cette situation. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le changement de l'opinion publique. Si en 2022 tout le monde attendait d'abord la défaite de l'Ukraine, puis, après le recul des Russes, la défaite de la Russie, en 2024 tout le monde attend la contre-offensive ukrainienne, mais en 2026 plus personne ne croit en rien. Que va-t-il réellement arriver à l'Ukraine, Poutine et Trump ? Un court résumé sert d'ouverture à la symphonie. Il me semble qu'en ce moment, la principale question n'est pas de savoir qui va gagner, mais qui tiendra le plus longtemps. La guerre dure depuis 5 ans. Personne n'a obtenu de percée décisive, et en 26, les 3 acteurs entrent dans la zone de redistribution. Je vais maintenant préciser ma pensée sur les ressources et la politique. Il ne reste que 3 acteurs, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Les autres en ont soit eu assez, soit ils ont été démasqués, soit ils n'ont ni la force ni l'argent. Ce triangle est l'intrigue principale de l'année 2026. L'Ukraine atteint le plafond de ses ressources. Poutine atteint le plafond de l'économie et Trump atteint le plafond de la patience des électeurs américains. La situation comporte 3 scénarios de développement du socialisme, une guerre d'usure, des concessions ou un affaiblissement brutal de la Russie. Seul le 3e scénario sonne bien sûr, mais la plupart des experts parlent justement du premier. Une guerre sale, longue, difficile, lente et sanglante. Honnêtement, j'ai aussi peur que ce soit justement une guerre longue, très probablement. Malgré toutes les prédictions de chaque camp, qui sont complètement opposées les unes aux autres, ce qui montre que personne ne sait rien. Et maintenant, qu'est-ce que le plafond des ressources ? Il y a une destruction massive des infrastructures, du système énergétique, et la dépendance du budget de l'Ukraine à l'aide extérieure ne cesse d'augmenter. La Russie ne mène pas et n'a pas l'intention de mener une guerre de manière chevaleresque, il mène la guerre pour mettre l'Ukraine à genoux à tout prix. Pour nous, c'est de la barbarie. De leur point de vue, plus l'Ukraine tombera vite, moins ils perdront d'argent et de ressources humaines. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est une situation unique. L'issue de la guerre pour un pays avec un front de 1000 km dépend des chiffres qui seront inscrits dans le budget du pays. Un pays qui se trouve même pas à proximité, mais de l'autre côté du monde, s'appelle les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce que la guerre moderne, c'est au moins 50% d'appui financier pour les actions de masse des gens, et les 50% restants, c'est l'esprit des combattants et de leurs proches derrière la ligne de front. Donc Kiev est dans une impasse politique, voilà le sujet. À l'intérieur de l'Ukraine, la question des concessions territoriales devient toxique. Certains n'en rêvent que de cela, mais ont peur de le dire. Mais sans paix et sans stabilisation de l'économie, le pays vit dans un état de mobilisation permanente et d'épuisement. Pas un pas en arrière. Unis, nous mourrons dans cette lutte, tous comme un seul homme. C'était beau de chanter cela, mais mourir tous comme un seul homme, c'est un peu moins héroïque. Le paradoxe, c'est que plus la guerre dure, plus il est difficile pour Kiev d'en sortir politiquement vivant. Tout compromis, après quelques années, signifie que la moitié de la population du pays est morte ou a fui la guerre, et ceux qui sont partis considèrent ceux qui sont morts comme des idiots, pas comme des héros. Il y a un autre aspect. Poutine et ses compagnons n'ont pas réussi à prendre Moscou d'assaut. Le blitzkrieg n'a pas eu lieu.
Mais contrairement à la guerre entre la Russie et l'Allemagne de 1941 à 1945, lorsque l'Allemagne, relativement petite, a attaqué la gigantesque Russie, ici, c'est la gigantesque Russie qui a attaqué un pays relativement petit, l'Ukraine. En 1941-1945, la Russie disposait d'espace, d'un arrière et des ressources de l'Ukraine. Ici, rien de tout cela. C'est pourquoi la Russie, qui n'a pas réussi et continue de ne pas pouvoir gagner par la force, prend et essaie de prendre autrement. La stratégie d'usure consiste à épuiser, à tuer et à terroriser la population civile, à détruire la lumière, la chaleur, le gaz, à transformer la vie de la population en agression, en enfer et à avancer lentement, centimètre par centimètre. À Moscou, ils sont convaincus que l'Ukraine et l'Occident se lasseront plus tôt, c'est leur calcul de base, leur récit officiel. Tout se passe comme prévu, tout est merveilleux, le Donbass sera nettoyé, les fascistes seront éliminés, Kiev se retrouvera devant le choix de capituler ou de capituler. Le problème, c'est que à chaque fois, cette année de victoire est repoussée. Au départ, on évoquait quelques mois, puis 2024, 2025 et à présent 2026. Mais mener une guerre sans fin coûte cher, très cher. L'armée, le matériel, les paiements, l'infrastructure dans les nouvelles régions. Ce que les Ukrainiens ont détruit, fait exploser ou brûler. Les sanctions n'ont pas fait s'effondrer l'économie en 6 mois ou en un an, comme l'espéraient en soi les Européens. Mais la question n'est plus de savoir si elle va s'effondrer, mais combien d'années d'affilée l'économie peut vivre en mode tout pour le front, sous sanction. Malgré l'aide de la Chine et leur propre production d'équipements militaires, elle fonctionne tout de même et étrangle lentement. Poutine parie sur la lassitude occidentale. Mais en 2026, une personne entre en jeu dans l'équation, quelqu'un qui peut accélérer brusquement cette lassitude, et c'est là que tout devient intéressant, car il peut l'accélérer, mais aussi la ralentir. On peut appeler Trump le comptable de la guerre. Trump considère toujours la guerre à travers le prisme du coût et de l'intérêt pour les États-Unis, et non comme une lutte pour la démocratie. La conclusion, en termes de sens, est la suivante. Le gaspillage de ressources, de personnes et d'argent est insensé. Pour l'élite ukrainienne, c'est un scénario cauchemardesque. Ils doivent convaincre non pas des idéologues, mais un homme d'affaires avec une calculatrice. Il ne s'agit pas de défendre des valeurs, mais de le faire calmement, froidement. Avez-vous des ressources et des fonds pour cela ? Comment vous êtes-vous préparé à la guerre ? Vous saviez pourtant qu'elle allait avoir lieu, alors qu'est-ce que vous attendez de nous maintenant ? Enfin, la dernière question, la plus sensible, pourriez-vous nous expliquer pourquoi c'est nécessaire ? Tout le monde s'en portera mieux, dit le businessman, s'il y a un gel du conflit, des concessions, des restrictions, des manœuvres politiques. Arrêtez de vous dévorer les uns les autres, tout ira mieux pour tout le monde. Les gars, messieurs, camarades, commerçons au lieu de faire la guerre. La principale crainte de Kiev, c'est que l'administration à Washington dise simplement « Bon, ça suffit, débrouillez-vous, trouvez un accord comme vous pouvez ». Et cette crainte devient réalité. De plus en plus, il semble que la patience de Trump touche à sa fin. La Russie, elle, survivra même sans lui, mais l'Ukraine, mesdames et messieurs, non. Regardons un schéma très simple intitulé « Avantages et risques pour Moscou de Trump ». Les avantages, c'est moins d'aide à l'Ukraine, la division de l'Occident. Les risques, ce sont des négociations difficiles sur les sanctions, sur le pétrole, sur la Chine. Trump agit sur plusieurs fronts. Il réduit l'espoir pour l'Ukraine tout en s'en prenant au Venezuela, à l'Iran et à la Chine, alliés et soutiens de la Russie. Pour Poutine, Trump n'est pas un ami, pas du tout. Vraiment pas un ami, c'est quelqu'un qui négocie et souvent de manière très dure. En plus, Trump est dangereux parce qu'il peut frapper à la racine même des fondements de la prospérité de la Russie, c'est-à-dire les ressources énergétiques. Essayons maintenant, mesdames et messieurs, de relier les 3 lignes d'ici,
2026. L'Ukraine dépend financièrement de Trump, Poutine dépend de lui politiquement, et Trump lui-même dépend de son électorat, et toute cette triple dépendance est bien plus importante que n'importe quelle belle déclaration sur la victoire, la persévérance, ou quoi que ce soit d'autre. Rassemblons-nous et essayons de voir comment ce mécanisme fonctionne. Les joueurs, qu'on appelle aujourd'hui les players, se réunissent lors de rencontres. Les joueurs, ce sont les personnes qui peuvent réellement exercer une influence. Tous les autres ne sont pas des joueurs, ce sont simplement des spectateurs. L'Europe, reconnue comme impuissante, a été écartée du processus, ce que la direction ukrainienne commence à comprendre. D'ailleurs, l'Europe poursuit ses propres intérêts et ils coïncident très souvent, plus que souvent. Souvent, ils s'opposent aux intérêts de l'Ukraine et des États-Unis. Donc la guerre très probablement ne se terminera pas en 2026, encore une fois. Je ne suis ni oracle ni devin. Peut-être qu'ils inventeront demain quelque chose qui corrigera tout et tout changera. Mais à ce jour, si tout se passe comme cela s'est passé, la Russie n'a aucune motivation pour mettre fin à la guerre. Donc je pense qu'en 2026, cela ne se terminera pas. L'Ukraine dépend de plus en plus profondément de l'aide extérieure, et il devient de plus en plus évident que personne, à part les États-Unis, ne peut la fournir. La Russie dépend de la solidité de son économie et de ses élites, tandis que les États-Unis dépendent de la manière dont Donald Trump présentera cette guerre à ses électeurs et de sa capacité à convaincre les Américains que leur niveau de vie ne baissera pas à cause de cette guerre et d'autres conflits. Les Américains disent qu'ils se débrouillent là-bas. Cela ne nous regarde pas. En 2026, la question ne sera pas qui gagnera, mais qui acceptera de perdre. On nous vend de moins en moins les contes simples du genre « l'Ukraine va gagner » ou « la Russie va gagner »,« l'Ukraine va s'effondrer » ou « la Russie va s'effondrer » ou bien « Donald Trump va tout arranger ». La réalité, mesdames et messieurs, est souvent plus ennuyeuse et difficile. Vladimir Poutine et son équipe, parfois on les appelle la bande, doivent vendre notre victoire à leur population et sont obligés de jouer la comédie. Poutine a encore battu tout le monde. Sinon, si les Russes pensent le contraire, Vladimir Poutine sera pendu tête en bas sur la place rouge. Je ne sais pas si ce sera sur la place rouge, mais je sais qu'en Ukraine, l'équipe de Volodymyr Zelensky parfois appelée la bande et la tête en bas. Ils doivent prouver qu'ils ne se sont pas rendus et ont tenu bon. Et montrer comment Volodymyr Zelensky a battu à la fois le nain crabe et le marchand répugnant et traître. On ne sait pas qui il a trahi, mais ce n'est pas important. On l'appelle ainsi, marchand et traître, et on ajoute qu'il est tueur répugnant. Ces mêmes personnes espèrent tant qu'il les aidera, car plus personne ne peut les aider dans le monde. Point final. On l'appelle marchand et traître. Intelligent, non ? Si Zelensky ne prouve pas qu'il va céder une partie du territoire et ne prouve pas qu'il a battu quelqu'un, il sera écrasé par les siens. Aux États-Unis, Trump doit gagner les élections de 2026, ce sont les élections au Congrès, pas les présidentielles, sinon il risque la destitution, et en plus de cela, une destitution et des procès sans fin l'attendent. Mesdames et messieurs, selon vous, qui va craquer en premier ? Kiev, Moscou ou Washington ? Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que c'est la seule vraie question aujourd'hui. Qui va craquer en premier ? Qui va céder ? Le détail effrayant, c'est qu'il y a 1000 personnes qui meurent chaque jour au front, pendant que les jeux et amusements continuent. 1000 familles, épouses, mères, fils, filles perdent leurs proches, leurs chers, leurs aimés. Et le pays, l'Ukraine, perd ceux qui pourraient la reconstruire et la rendre à nouveau prospère, peut-être même indépendante, je veux dire de maîtres étrangers ou des siens. Je pense qu'on ne peut même pas en rêver, de toute façon pour ainsi dire. Il semble que le destin des Ukrainiens pour 1 ou 2 générations soit d'être des esclaves, la question étant de savoir s'ils seront ceux des oligarques russes ou d'autres oligarques.
parlant ukrainien. C'est tout. Il n'y a pas d'autre option. Bon, c'est intéressant. Qui va craquer en premier? Kiev, Moscou ou Washington? J'attends vos commentaires. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, j'ai répondu à votre question, maintenant répondez à la mienne. Qu'en pensez-vous de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui et des conclusions que j'ai essayé de tirer? Au revoir et à très bientôt.